Il est 18h au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nos émissions en langue française qui prennent le relais, et ce jusqu'à 20h heure locale du Caire. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, par le journal, que vous pouvez aussi le suivre sur la chaîne 2 de la télévision égyptienne, le journal que j'ai le plaisir de présenter en compagnie de ma collègue Imen Al-Aqad. Bonsoir Imen. Bonsoir Elhem. Commençons notre journal par les principaux titres. À la une de l'actualité, c'est l'Égypte et la Norvège qui sont convenus de tenir des consultations politiques régulières sur des questions d'intérêt commun dans le but de renforcer leur partenariat et d'intégrer leurs efforts pour réaliser les intérêts communs des deux pays afin d'atteindre la stabilité, la paix et la prospérité. Cette déclaration a eu lieu dans un communiqué conjoint publié par l'Égypte et la Norvège qui a été convenu dans le cadre du suivi des résultats de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à la capitale norvégienne Oslo du 8 au 10 décembre courant dans le cadre de sa tournée européenne. La déclaration commune a confirmé que l'Égypte et la Norvège entretiennent une coopération bilatérale étroite depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1936. Ils ont réaffirmé aujourd'hui leur engagement à développer davantage leurs relations amicales. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, s'est dirigé à la capitale gabonaise Libreville, ceci au terme de sa visite au Tchad. Il est prévu que M. Abdelati tiendra à Libreville des entretiens avec des hauts responsables gabonais et il participera à un colloque d'hommes d'affaires pour examiner les moyens de promouvoir et de développer les cadres de la coopération entre les deux pays et l'amélioration des relations économiques et commerciales et d'investissement, ainsi que l'échange de visions envers les développements des situations dans la Corne d'Afrique. De même, un nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun seront discutés. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a participé à la cérémonie de clôture du programme de formation organisé par le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix dans la capitale tchadienne N'Djamena. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé dans son allocution sur la nécessité de ce programme de formation qui se déroule pour la première fois au Tchad dans le but de renforcer les capacités des cadres nationaux tchadiens concernés par les questions de gestion des frontières, de migration, de déplacement et la lutte contre les menaces transfrontalières. Abdelati a souligné la volonté de l'Égypte de transférer son expertise et son soutien aux capacités tchadiennes dans divers domaines, outre le renforcement de la résilience face au nombre croissant de personnes déplacées en raison de conflits, d'activités terroristes ou de situations humanitaires, notamment dans les régions du Sahel et de la Corne de l'Afrique, ce qui constitue un lourd fardeau sur l'Égypte et le Tchad. En marge de sa visite à la capitale tchadienne N'Djamena, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a eu des pourparlers avec son homologue tchadien, Abdelrahman Roulam, au cours desquels il a fait l'éloge des liens historiques et culturels liant les deux pays. Abdelati a souligné que sa visite au Tchad intervient dans le cadre de l'intérêt à promouvoir le niveau des relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et d'investissement. Le ministre a souligné le souci de l'Égypte à présenter le soutien au Tchad afin de promouvoir les capacités des institutions nationales pour réaliser la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Il a également salué le rôle axial joué par El-Azhar au Tchad dans la lutte contre la pensée extrémiste. Les deux homologues sont convenus à la tenue du comité conjoint entre les deux pays dans un bref délai pour examiner les moyens de renforcer les cadres de coopération bilatérale. On passe aux dossiers régionaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU discute aujourd'hui, lors d'une séance de consultation à huis clos, la situation en Syrie à la demande de la France et de la Slovénie. L'envoyé spécial en Syrie, Geir Pedersen, devrait informer les membres du Conseil afin de les tenir au courant du développement de la situation dans le pays.
Les médias syriens ont rapporté des affrontements entre le département des opérations militaires et des éléments pro-Assad dans le village de Balksa, situé dans la campagne de Homs. Lors d'une opération de ratissage sécuritaire dans la campagne occidentale de Homs, des groupes pro-Assad ont attaqué des forces rattachées au département des opérations militaires et au ministère de l'Intérieur, faisant 2 morts et 10 blessés. Les forces de l'occupation israélienne ont incendié l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia au nord de la bande de Gaza, et ceci après son évacuation des malades et du personnel médical forcément. Le ministère palestinien de la Santé a appelé la communauté internationale à intervenir pour la protection des malades, des personnels médicaux et des centres de traitement en Palestine, notamment dans la bande de Gaza. Ceci avec la poursuite de la guerre déclenchée par les 9 citoyens, dont des femmes et des enfants, ont été tués aujourd'hui dans une attaque par les forces de l'occupation israélienne sur les villes de Gaza et de Rafah. Des sources locales ont affirmé la mort de 4 citoyens lors d'une attaque par les forces de l'occupation d'une maison à la cité d'Al-Shogaï. Une fille a également été tuée lors de l'attaque de sa maison à la région El Cedra à Gaza, alors qu'une personne est décédée suite à une attaque qui a visé sa maison à la cité d'El Nasr à l'est de Rafah. Selon des sources, 3 personnes ont été tuées, autres blessées par les forces de l'occupation d'une maison à la cité d'El Sabra à Gaza. Et une femme âgée a été tuée dans une attaque au couteau dans la ville d'Herzliya, au nord de Tel Aviv, selon un hôpital israélien. La police a indiqué que l'attaque a eu lieu sur la place de Shalit à Herzliya. Dans un communiqué, la police a prétendu que le suspect, un Palestinien de 28 ans de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, avait été arrêté et qu'une enquête avait été ouverte. L'armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes contre une infrastructure au poste de Janta à la frontière syro-libanaise, prétendant qu'elle servait à faire passer des armes au mouvement libanais Hezbollah. Ces frappes surviennent un mois après l'entrée en vigueur d'une trêve fragile entre Israël et le Hezbollah, que les 2 parties s'accusent mutuellement de violer. Au Liban, l'agence officielle ANI a affirmé que les frappes avaient visé une région montagneuse de la Beqa dans l'est du pays, près de la frontière syrienne. La trêve est entrée en vigueur le 27 novembre, environ 2 mois après qu'Israël a intensifié sa campagne de bombardement et a envoyé des troupes au Liban. En vertu de l'accord de cessez-le-feu, l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU doivent se déployer dans le sud du Liban et l'armée israélienne sont retirées sous 60 jours. L'armée libanaise a accusé jeudi Israël de violation de l'accord de cessez-le-feu en s'attaquant à la souveraineté du Liban et en détruisant des villes et des villages du sud du pays. Les Houthis du Yémen ont affirmé avoir tiré un missile sur l'aéroport israélien de Ben Gurion. Environ 20 Israéliens ont été blessés à l'aube lors d'une attaque de missiles provenant du Yémen, alors que l'armée israélienne a déclaré qu'elle a réussi à l'intercepter. Dans un communiqué, les Houthis indiquent qu'ils ont également lancé des drones sur Tel Aviv et sur un navire en mer d'Arabie. Les Houthis ont en outre souligné que l'agression israélienne ne fera que renforcer la détermination et la volonté du peuple yéménite de continuer à soutenir le peuple palestinien. L'armée israélienne a déclaré plus tôt qu'un missile visant le centre d'Israël avait été intercepté avant d'atteindre le territoire israélien, sans donner de détails sur d'éventuelles autres attaques. L'armée ukrainienne a fait prisonnier un soldat nord-coréen déployé pour la combattre en soutien à la Russie, selon les renseignements sud-coréens, une première depuis que Kiev et les Occidentaux ont fait état de la participation de troupes de Pyongyang au conflit. Cette implication d'une armée régulière et étrangère a constitué une escalade majeure de l'invasion qui a été lancée il y a près de 3 ans par Vladimir Poutine et aborde une phase critique avec le retour
retour dans moins d'un mois de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon Kiev, 12 000 soldats nord-coréens, dont environ 500 officiers et 3 généraux, sont engagés dans la région russe de Kursk, dont l'armée ukrainienne occupe plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis août. Ni la Russie ni la Corée du Nord n'ont jamais confirmé la présence de ce contingent aux côtés de l'armée russe. L'état-major sud-coréen a également observé des préparatifs qui lui font penser que la force du Nord s'apprête à envoyer de nouvelles unités en Russie en renfort ou pour relever celles qui combattent déjà en plus de drones. Le chef de l'État par intérim en Corée du Sud, le Premier ministre Han Duck-soo, a été à son tour destitué par les députés. Un nouvel épisode dans la crise politique qui secoue le pays depuis la tentative ratée du président déchu d'instaurer la loi martiale. Le vote s'est déroulé sous les protestations bruyantes des députés du parti au pouvoir, le PPP, qui se sont mis à chanter et à lever le poing en signe de colère. Sur les 192 députés qui ont voté, 192 ont voté pour la destitution. Selon le président de l'Assemblée nationale, Woo Won-sik, il s'agit de la première destitution d'un président par intérim après celle du président titulaire dans l'histoire de la Corée du Sud. C'est au ministre des Finances, Seo Sang-mok, que revient désormais la charge de l'État, de chef de l'État par intérim. Le patron du PPP a estimé que M. Han devait continuer à diriger les affaires de l'État sans se plier au passage de la motion de destitution de l'opposition. Le président allemand Frank-Walter a annoncé la dissolution du Parlement et officiellement fixé les élections législatives anticipées au 23 février, une décision attendue après l'implosion de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz et le vote de confiance perdu par ce dernier. Selon les sondages, l'opposition conservatrice part grande favorite de ce scrutin devant le parti d'extrême droite AfD et le parti social-démocrate SPD d'Olaf Scholz. Cette campagne anticipée de 7 mois par rapport à la date initialement prévue s'inscrit dans la grave crise que traverse la première économie européenne, autrefois modèle de stabilité politique, au moment même où son partenaire privilégié dans l'Union européenne, la France, est également affaiblie par l'absence d'une majorité parlementaire. Et au Japon, le gouvernement a approuvé un budget record pour le prochain exercice fiscal avec une enveloppe de sécurité sociale gonflée face au vieillissement de la population et des dépenses militaires en hausse pour se prémunir contre les menaces régionales. Le point. Le gouvernement japonais a approuvé un budget record pour le prochain exercice fiscal avec une enveloppe de sécurité sociale gonflée face au vieillissement de la population et des dépenses militaires en hausse pour se prémunir contre les menaces régionales. Le budget global de 115 500 milliards de yens, soit 703 milliards d'euros pour l'exercice qui débutera le 1er avril prochain, comprend 8 700 milliards de yens de dépenses militaires. Il inclut également des dépenses de sécurité sociale d'environ 38 300 milliards de yens, en hausse de 1,6% sur un an. Le ministère de la Défense a estimé dans un communiqué que le pays était confronté à l'environnement sécuritaire le plus difficile et le plus complexe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a une constitution pacifiste rédigée après-guerre qui limite ses capacités militaires à des mesures défensives, mais le pays a mis à jour ses principales politiques de sécurité et de défense en 2022, ce qu'il a justifié par les défis posés par la Chine. Le pays veut ainsi porter son budget de la défense à 2% du PIB national d'ici 2027, alors qu'il plafonnait auparavant ses dépenses militaires à environ
1%. Le montant approuvé par le gouvernement couvre notamment des mesures visant à attirer des recrues dans les forces d'autodéfense. Bon, voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et on se retrouve sur Nile TV International dans quelques instants pour une nouvelle édition de notre programme quotidien au cœur de l'actualité. Merci Imen. Merci Elham, merci mesdames et messieurs, à tout à l'heure.